J'ai descendu dans mon jardin. J'ai descendu dans... Le coquelicot. Je ne tremble point devant un coquelicot. Victor Hugo. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau, gentil coquelicot, mesdames. En classe de CM2, fin du primaire, notre maître de français était un enseignant aussi sévère que consciencieux. Même s'il était de taille médiocre, un peu gras, le visage légèrement adipeux, il ne manquait pas de charme et d'élégance. On dirait un enfant gâté. Derrière cette physionomie généreuse se cachait un petit tyran sans scrupules. Pendant le déroulement de ses leçons, rares étaient les moments de répit. Lors de ces courtes durées de détente exceptionnelles, je me délivrais du stress et de la peur d'être puni en m'évadant dans mes douces rêveries enfantines, distrait et inattentif. Ce qui avait failli me causer un malheur, selon ma mentalité d'écolier du début des années 60, terrorisé par ses éducateurs. Au cours de l'une de ces instants de liberté provisoire, j'avais cru entendre notre instituteur parler de dessins, d'aimables et gentils animaux domestiques, de fleurs, de papillons, sur la marge de nos cahiers. Il était décontracté et souriant. En revenant de l'école vers midi, et avant même de prendre mon déjeuner, poussé par une curiosité innocente, j'avais ouvert mon cahier de français et commencé par dessiner un coquelicot avec dévouement pour émouvoir notre maître de français et avec enthousiasme pour épater mes camarades de classe. À mon avis, c'était l'occasion ou jamais de montrer mon talent de bon dessinateur. C'était aussi ma façon de me distinguer des autres et affirmer pleinement ma personnalité. Par ailleurs, ma distraction favorite lors du printemps de cette année scolaire était de reproduire des fleurs sauvages, d'après nature, sur un cahier de dessin, seulement avec un crayon pour le croquis et des stylos à billes pour le reste. Ainsi, j'avais acquis quelques techniques personnelles dont j'étais fier. Il me suffisait d'exécuter à l'aide de mouvements plus ou moins rapides des traits parallèles, rapprochés ou juxtaposés, et en jouant sur la pression exercée sur la pointe du stylo, j'obtenais des lignes denses, opaques ou translucides en fonction du besoin. Je n'avais qu'un stylo rouge et un autre bleu, en plus du blanc de la page, pour la couleur des pétales, le vert pour la tige, les feuilles et les sépales. C'étaient les seules couleurs, ou presque existantes sur le marché. En terminant le dessin du coquelicot, j'étais content et satisfait du résultat. L'après-midi, sur mon chemin de retour à l'école, j'avais rencontré par hasard un camarade de classe. Et immédiatement, je lui avais posé la question suivante. « As-tu réalisé le dessin que notre maître de français nous a conseillé de faire ?» Il s'était étonné, puis il répliqua avec curiosité. « Mais de quel dessin tu parles ? Il ne s'agit que de tampons sur lesquels sont gravés des dessins que le maître va appliquer l'empreinte en couleur dans la marge du cahier de l'élève qui aura bien récité sa leçon. » J'étais bouleversé par les affirmations de mon copain. Cependant, je désirais croire à un ultime crépuscule d'espoir en me basant sur les quelques bribes de paroles indistinctes de notre maître, que j'avais cru entendre pour avancer des arguments peu crédibles. En entrant ensemble dans la cour de récréation, mon interlocuteur s'était entraidé par quelques élèves de notre classe pour me prouver la véracité de ses affirmations. Après quoi, ils m'avaient tous incité à ouvrir mon cahier pour voir le fameux coquelicot. Certains élèves avaient prétendu que ce n'était qu'une photo minutieusement découpée et collée sur mon cahier. D'autres avaient beaucoup aimé ou ne pas aimé du tout. Il y avait aussi ceux qui étaient restés totalement indifférents. En revanche, ils étaient tous d'accord à l'unanimité que cette fois, je n'allais pas échapper à un châtiment corporel bien mérité. Malgré cela, mon orgueil
et mon entêtement n'avait pas de limite. Je leur répondais, moi, élève studieux et travailleur, comme c'est indiqué sur mon cahier d'examen, je n'avais jamais été puni par le maître de français, et je ne le serai jamais. J'avais continué à rabâcher les mêmes arguments fastidieux, sans me rendre compte que j'étais déjà devenu un objet de risée, au milieu de mes camarades de classe et d'autres curieux inconnus. Ils s'adressaient à moi tous à la fois, ou à tour de rôle, et à la fin ils s'esclaffaient de rire. Il y avait un qui s'était moqué de moi d'un air menaçant, me disant « Prépare-toi demain à un match de boxe qui finira par un chaos. » Un autre m'avait conseillé avec un sourire moqueur de frotter de l'ail sur les mains et les plantes des pieds, car à son avis, l'ail rendait la peau insensible, ce qui est évidemment faux. Je me souviens encore d'un copain plus petit que son âge, chétif et rachitique, qui s'était rapproché de moi pour me conseiller presque en chuchotant d'apparence sérieuse. Tu te souviens le jour où il m'avait pris avec ses deux mains par la gorge et il m'avait cogné la tête contre le tableau. Ensuite, il m'avait jeté par la fenêtre dans la cour détrempée par la pluie et j'étais revenu par la porte blessé au front et couvert de taches de boue. C'était uniquement parce que je n'avais pas su conjuguer l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Que dire d'un dessin de cocorico avec des stylos à billes en plus? Il était interdit d'écrire au stylo à billes, mais à la plume. Sur ton cahier de français, c'est une lourde bavure. À ta place, je m'absenterai demain matin pour éviter le pire. Un troisième criait, demain, nous allons nous régaler. Il y aura la falaka. La falaka, punition nationale, ancestrale, largement pratiquée autrefois, aussi bien dans les écoles coraniques des mosquées que dans les écoles publiques. Chaque tortionnaire avait la sienne, plus ou moins sévère selon son degré de clémence. Celle de notre maître défiait l'imagination et me faisait réfléchir sur ce passé sombre et douloureux. Lorsqu'il se mettait en colère contre un élève, il commençait par faire des va-et-vient, la tête baissée, les poings serrés, dans un état d'irritabilité débordante. Ceci en attendant la préparation de l'enfant désigné à subir le supplice, comme si l'on préparait un patient à une intervention chirurgicale sans anesthésie. Il ordonnait la fermeture des fenêtres par un geste de sa main ou par un balbutiement rapidement capté et exécuté par l'un de nos camarades, afin que les cris, les pleurs, les hurlements de souffrance, l'écho du bruit infernal des coups secs sur la plante des pieds, les grondements à lui, le maître bourreau, restaient à huis clos. Sans même recevoir l'ordre, certains élèves devaient fournir leur ceinture de cuir, parmi lesquelles ils choisissaient les deux sangles les plus longues et les plus solides. Si jamais ils remarquaient l'hésitation ou la nonchalance de quelques élèves à retirer leur ceinture de leurs pantalons, ils s'attaquaient à tout le monde, en distribuant dans tous les sens, sans relâche, des gifles, des coups de poing, des coups de coude, en rugissant de fureur comme un fauve. L'enfant à qui serait infligée la falaka devait se mettre sur l'estrade, après avoir enlevé ses chaussures et reçu quelques gifles ou quelques coups de pied en guise d'hors d'œuvre. Il devait s'allonger sur le dos, en levant ses deux pieds en l'air. Les deux sangles servaient à les ligoter solidement au niveau des chevilles. C'étaient les moments des supplications et des lamentations du paresseux. Sous l'effet de la torture, de l'attente, de la falaka et la voir venir, il manifestait sa peur par des gestes et des paroles incohérents ou récitait des versets du Coran. Des fois, l'enfant exprimait sa terreur d'une manière tellement drôle que toute la classe se mettait à rire en cachette. Un rire d'impuissance, anodin, chargé d'émotion, qui masquait une profonde tristesse et ressemblait plutôt à des sanglots étouffés qu'à autre chose.
2 grands gaillards, choisis parmi nos camarades les plus âgés, devaient chacun tenir de son côté par l'extrémité de l'une des 2 ceintures, bien tendues, de manière à immobiliser les pieds du pauvre gamin. C'était alors que notre maître tortionnaire, d'une voix odieuse et menaçante, expulsa 2 élèves assis sur une même table vers l'arrière, puis arracha violemment l'une des planches de son siège, plate, dure et épaisse. D'un geste rapide, il la tourna en l'air pour que les pointes des clous fixées encore sur l'instrument de supplice s'orientaient vers l'arrière, se dressant sur les pointes des pieds, les bras tendus vers le haut, tenant l'extrémité de la planche par ses 2 mains, il frappait rudement sur la plante des pieds du pauvre innocent. À chaque coup, le choc terrible du bois dur contre la chair fraîche, innocente de l'enfant produit des vibrations accompagnées d'un bruit qui faisait tressaillir toute la classe, y compris les murs de béton préfabriqués de la salle de classe. Il arrivait que l'un des 2 aides-bourreaux tournait la tête pour éviter de regarder cette scène abominable, et par inattention, sa ceinture se détendait, entraînant la déviation des pieds de la victime d'un côté ou de l'autre. Les coups destinés à enflammer les pieds de l'enfant torturé ébranlaient le dos ou les épaules de l'aide-bourreau en lui hurlant à la figure au milieu des cris assourdissants de la victime. « Tire la ceinture, qu'Allah maudit ton chien de père !» Il arrivait aussi parfois que la planche se brisa en 2. Immédiatement, il balança chaque morceau en l'air avant de le jeter par-dessus nos têtes au fond de la classe. Je me souviens encore qu'après ces dures épreuves de la falaka, il y avait des enfants aux pieds rouges, gonflés, parfois ensanglantés, regagnaient leur place en marchant sur les genoux. D'autres n'arrivaient plus à remettre les chaussures, marchaient difficilement en boitant. La sonnerie de la cloche de 14h30 avait mis fin aux taquineries de mes camarades. Vers 17h, à la fin des cours, le maître d'arabe m'avait interpellé pour me faire la remarque suivante. « Ta participation dans la leçon d'aujourd'hui laisse à désirer. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? » ?»« Non, monsieur. J'ai un peu mal à la tête, c'est tout. » Ce qui n'était pas faux du tout. Seulement, durant le déroulement de la leçon d'arabe, je ne réfléchissais qu'à une seule et unique question. Comment me débarrasser de ce maudit cocorico, puisque j'étais déjà résigné à accepter que j'avais commis une gaffe impardonnable. De retour à la maison, presque en courant, j'avais tout de suite ouvert mon cahier pour évaluer les dégâts de ma décision précoce et impulsive. Et combien était grande ma déception lorsque j'avais découvert en tournant la page du détestable cocorico que je n'arrivais plus à regarder, la détérioration de la feuille qui n'avait pas résisté à la pression exercée sur les stylos à billes. L'encre de ces derniers s'était infiltrée à travers la page et salir les exercices de calcul, déjà corrigés au stylo rouge par le maître. Je tournais et retournais les pages du cahier en voulant à tout prix réparer l'irréparable. Soudain, mon attention était attirée par le fait que le cahier n'était constitué que de feuilles doubles en plus de la couverture, fixées au milieu par 2 agrafes que je pouvais retirer et remettre à ma guise. Je me disais, pourquoi donc ne pas arracher la feuille endommagée et son double et les remplacer par une autre double feuille vierge, ensuite recopier les exercices de calcul et imiter fidèlement la correction du maître, pourvu que les grandes gueules parmi mes camarades de classe se taisaient. L'idée me paraissait séduisante et géniale. Emporté par l'exaltation, j'avais cherché une feuille dans mes vieux cahiers, puis fouillé partout en vain. Il ne me restait plus qu'une seule solution, acheter un cahier neuf à la librairie qui se situait au centre-ville à plus de 2 kilomètres de notre village, avant le coucher du soleil. Sitôt dit, sitôt fait. J'avais sur moi quelques liards
gagnée en vendant des déchets métalliques à un marchand ambulant, suffisante pour l'achat d'un cahier de 12 feuilles. J'avais parcouru cette distance aller-retour, la plupart du temps en courant à perdre haleine, pour éviter les risques liés à l'obscurité des terrains vagues et accidentés. Je n'avais trouvé que difficilement un cahier de 24 pages dans une vieille boutique. La librairie était fermée. C'était quand même 6 bonnes doubles feuilles réjouissantes. J'étais comblé et joyeux. À bout de souffle, et avant même de reprendre haleine, j'avais déjà relevé les 2 bouts de chaque agrafe du nouveau cahier et retiré délicatement une double feuille vide et propre. En la comparant avec celle de mon cahier de français, j'avais constaté que sa couleur était d'un blanc légèrement jaunâtre. Le quadrillage des pages était de couleurs différentes, tandis que la marge occupait presque la moitié des pages de tout le cahier. Pire encore, sa dimension était plus petite. Tout mon projet s'était écroulé comme un château de cartes, et avec lui, tout mon espoir d'échapper à la falaka. J'étais exténué et démoralisé, harcelé par le remords d'avoir exécuté un ordre que je n'avais pas reçu. J'avais la sensation d'être au bout du gouffre. La nuit dans mon lit, les visions hallucinatoires qui ne cessaient de me revenir en boucle perturbaient mon sommeil et dont je ne me parvenais plus à me libérer était la cauchemardesque falaka et la hantise du cocorico que je voyais d'un rouge fade, couleur de sang et d'une insipidité nauséabonde. Le lendemain à l'aube, mon chat me réveillait en ronronnant et en se faufilant dans le lit comme d'habitude. La fatigue mentale et physique que je ressentais s'était dissipée, tandis que mes obsessions avaient beaucoup perdu de leur virulence, mais elles étaient toujours là, vivaces. Brusquement, 2 décisions possibles pour sortir de cette situation aussi radicale l'une que l'autre me venaient à l'esprit. La première était de quitter définitivement l'école, que j'avais toujours détestée. Seulement je me disais, et comment justifier une telle décision à mes parents qui comptaient beaucoup sur mon avenir? C'est parce que j'ai dessiné une fleur de cocorico sur mon cahier, et j'ai peur d'être puni par le maître. C'est peu convaincant et d'une incontestable lâcheté. Je choisis donc la deuxième solution qui ne manquait pas de courage. Aller à l'école comme si de rien n'était, et quand le maître décida de me faire subir une quelconque punition, je m'insurgerai contre lui. Je lui crierai à la figure, « Vous n'avez pas le droit de me punir, moi, élève sérieux et travailleur. Savez-vous, monsieur, que je suis dessinateur, et on ne punit pas un dessinateur. Si vous me touchez, je m'évaderai. Je quitterai l'école une fois pour toutes, et vous allez profondément le regretter. Mon père portera plainte contre vous, et vous irez en prison à cause des tortures que vous infligez à vos élèves. » Je marmonnais ces paroles naïves en terminant par « advienne que pourra ». Ce n'était pas facile à un enfant de notre génération de se révolter contre ses éducateurs. Nos parents croyaient que le système de la punition corporelle était indispensable à l'éducation des enfants. Il y avait même un vieil adage populaire qui confirmait que le père conseillait le frère du Mcide, maître d'école coranique, à propos de son fils désobéissant en lui disant « C'est à toi de le tuer et à moi de l'enterrer. » Le matin, sur mon chemin de l'école, dans ma solitude, je marchais d'un pas long et régulier, en fredonnant une comptine comme si c'était un chant de révolte pour me donner du courage d'affronter la réalité en face. La révolte contre le maître, dans ma mémoire d'enfant, était associée à un événement malheureux et tragique qui avait eu lieu 2 ou 3 mois auparavant. Il s'agissait de l'un de nos camarades de classe que notre maître bourreau lui avait fait subir une atroce falaka, à tel point que le pauvre enfant n'arrivait plus à marcher que difficilement à 4 pattes, les yeux rouges et gonflés, le visage baigné de larmes.
Son frère aîné, un redoublant d'une autre classe, du même niveau, avait été averti pour le ramener à la maison sur son dos comme un bébé. L'après-midi, de retour à l'école, un surveillant s'activait à organiser les rangées de tous les élèves de l'établissement, deux par deux, devant le bureau du directeur. Plusieurs de nos camarades se demandaient pourquoi. Subitement, notre instituteur de français était arrivé avec un bout de pansement sur le front et un autre sur le dos de sa main gauche, dans un état de nervosité inhabituel. Les élèves commençaient à chuchoter entre eux. J'entendais nettement quelques-uns parler d'accidents de moto, et de bouche à oreille, j'avais compris que le frère aîné de notre camarade de classe puni le matin s'était vengé de notre maître en lui tendant un piège qui consistait à lui barrer le chemin qu'il empruntait en moto à l'aide d'une longue corde de boyau mince et solide, presque invisible. En la heurtant, notre maître avait été renversé sans trop de mal. Ce n'était donc pas un accident ordinaire, mais un crime prémédité. Tous les élèves attendaient avec curiosité ce qui allait se passer. Tout à coup, le concierge, qui était grand et fort, brisa à l'aide de ses deux mains une branche mère d'un eucalyptus de la cour de récréation, puis il s'était appliqué à la dépouiller de ses rameaux et de son feuillage, ensuite la façonner à l'aide d'un canif qu'il tira de sa poche. En quelques minutes, la branche s'était métamorphosée en un gros bâton effrayant d'une longueur démesurée. Ensuite, il le donna à notre maître tortionnaire qui faisait des va-et-vient, la tête baissée, les poings serrés, comme d'habitude lorsqu'il se mettait en colère contre un ou plusieurs élèves. Le concierge se dirigea vers une rangée d'élèves et de façon imprévisible, il attrapa subitement l'enfant coupable par le cou, le bloqua sous son bras droit, lui serra les deux poignets de sa main de colosse. L'enfant, furieux, s'agitait, se débattait, criait en insultant courageusement, tandis que le concierge souriait calmement et sans fournir beaucoup d'efforts. Souleva le corps de l'enfant sur son dos, puis l'immobilisa, ses deux jambes sous l'autre bras, tint les deux chevilles toujours serrées dans sa main gauche de géant, ce qui avait déclenché le rire de certains de nos camarades, vite réprimé par un regard sévère du directeur. Tout le monde riait parce que, dans notre langage local, nous appelons cette position horizontale de l'enfant sur le dos de quelqu'un une outre d'huile. C'était la façon des marchands ambulants, vendeurs d'huile, qui portaient cette peau de chèvre ou de mouton remplie d'huile d'olive sur le dos de la même manière que les vendeurs d'eau. Entre nous, enfants de cette époque, c'était un jeu. C'était surtout le plus fort et le plus grand parmi nous qui s'amusait à soulever un autre gamin plus petit que lui et le mettre sur le dos à la manière des marchands d'huile en criant « Voici une outre d'huile ». À ce moment-là, notre cruel maître s'approcha de l'enfant suspendu horizontalement sur le dos de l'aide-bourreau, lui retira violemment les chaussures et s'acharna à le frapper sauvagement sur les plantes des pieds avec son gros bâton d'eucalyptus, jusqu'à ce que l'enfant n'arrive plus à crier. Ensuite, le concierge s'éloigna en gardant l'enfant battu et affaibli dans ses bras, puis le jeta comme une ordure par-dessus la clôture qui entourait l'établissement. Depuis ce jour, les deux frères n'avaient plus jamais remis les pieds dans l'école. La leçon attirée de cet assemblement urgent afin d'assister ensemble à ce terrifiant supplice était claire. Voici ce qui arrivera à tout enfant qui ose se révolter d'une manière ou d'une autre contre ses éducateurs. Arrivé à l'école en retard, j'étais le dernier à prendre ma place. Je scrutais discrètement notre instituteur de français qui me regarda, puis tourna la tête sans rien dire. Dans notre langage d'élèves apeurés et craintifs, c'est un mauvais signe. Il circulait dans les rangs pour contrôler un à un les cahiers d'élèves. Ce n'était qu'à ce moment-là que je m'étais rendu compte que j'avais oublié totalement de faire mes devoirs, pour la première fois depuis la rentrée scolaire.
Le coquelicot associé à la peur du châtiment m'avait fait perdre la tête. Encore une autre gaffe, impardonnable et injustifiable. Indécis, je tremblais de peur et de colère à la fois en marmonnant « Je me défendrai et advienne que pourra ». Après avoir ouvert mon cahier d'un geste involontaire ou presque, ma main se posa sur l'affreux dessin du coquelicot en le masquant comme de l'autruche qui se cache la tête dans le sable pour échapper à un péril. Subitement, je sentis sa présence derrière moi. Mon cœur battait à tout rompre. D'un geste, il écarta ma main tout doucement et découvrit ce que je croyais une gaffe impardonnable. Il se passa un moment de silence profond, un silence de mort qui semblait durer une éternité. Et tout à coup, il exprima son opinion en me déclarant à haute voix « Je ne savais pas que tu es aussi doué en dessin ». Au même instant, je sentis sa main me frotter la tête d'un geste rapide et répété, signe de sympathie et de complaisance. Ensuite, il me retira le cahier, le teint ouvert au-dessus de son front, face à tous mes camarades en s'exclamant « Admirez la beauté de cette jolie fleur, que votre camarade nous a bien dessinée », et ajouta avec un large sourire « Rien qu'avec des stylos à billes ». En ce moment, j'avais des larmes aux yeux. J'avais la sensation d'un poids lourd qui pesait sur mon cœur venait de se dissiper. Je me sentais léger, heureux. J'avais le sentiment d'être au-dessus de tout le monde, de voler comme un oiseau libre. Puis il me rendit mon cahier et prit un air sérieux, en me conseillant de ne pas faire carrière de dessinateur dans l'avenir, et en concluant « Tes devoirs d'abord, le dessin après. Je te pardonne cette fois. » Vu que tu es un élève brillant, c'était tout mon calvaire psychique illusoire qui s'était envolé. Je me sentais fier et joyeux. Pourtant, j'étais très orgueilleux et timide pour manifester mes émotions en présence des autres. J'avais dépassé cette épreuve pénible pour ne gagner à la fin qu'une aveugle confiance en soi et un sentiment de supériorité vis-à-vis de mes camarades. Cependant, j'avais perdu le goût de dessiner des fleurs, et plus particulièrement les cocolicots, et ce n'était qu'après avoir visité une exposition sur les cocolicots d'un artiste français au milieu des années 70 à Casablanca que j'avais changé de regard sur ce petit pavot sauvage. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Je n'en avais pas cueilli 3 brins, je n'en avais pas cueilli 3 brins, qu'un rossignol vint sur ma main. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau.